Il est 19h30 à Paris, les grands titres de l'actualité de ce mercredi soir. Au lendemain de l'annonce de l'assassinat de son pilote, la Jordanie affirme qu'elle va s'impliquer encore davantage dans la coalition internationale qui lutte contre l'organisation de l'État islamique. Après avoir fait pendre 2 djihadistes cette nuit, le roi Abdallah promet ce soir encore une riposte sévère. Alexis Tsipras était à Paris, s'est entretenu avec François Hollande. L'objectif, vous le savez, faire accepter par les partenaires européens une renégociation de la dette grecque. Tsipras qui attend beaucoup de la France. Il appelle Paris à jouer un rôle prépondérant de garant de la croissance au sein de l'Union européenne. On en reparlera de la renégociation de la dette grecque avec nos invités dans un instant. Agnès Verdier-Molinier et Alexis Corbière. Et on l'a appris il y a quelques minutes, au Burkina Faso, la garde présidentielle réclame ce soir la démission du Premier ministre Zida. Voilà, c'est ce que l'on apprend de sources sécuritaires. On va peut-être rentrer dans une nouvelle phase d'instabilité au Burkina Faso. On devrait en savoir un peu plus dans la demi-heure qui suit. On en reparlera évidemment dans notre édition de 20h. Tout de suite, notre second débat. C'est le second débat de la soirée, un débat auquel vous pouvez toujours participer via les réseaux sociaux. Rome hier, Paris aujourd'hui pour Alexis Tsipras. Le nouveau Premier ministre grec a rencontré le chef de l'État français François Hollande. L'objectif, c'est de renégocier la dette grecque. Le président du Conseil italien, Matteo Renzi, lui, s'est dit plutôt optimiste quant aux chances de parvenir à un accord avec ses partenaires européens. Mais l'Allemagne, première créancière de la Grèce, va-t-elle accepter ? Si aucun accord est trouvé, que va-t-il se passer? Comme l'affirme le Premier ministre belge, y a-t-il un risque de démantèlement de l'Union européenne? Voilà les questions que nous posons ce soir à nos invités. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques et auteur de 60 milliards d'économies, et c'est aux éditions Albin Michel. Alexis Corbière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du parti de gauche, Alexis Tsipras, qui devait rencontrer Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Vous nous direz s'ils se sont rencontrés et si oui, ce qu'ils se sont dit. Mais avant cela, on va tout de suite écouter le tout nouveau Premier ministre grec, aujourd'hui donc à Paris. Nous avons un programme qui peut être réaliste, qui peut être appliqué. Avec nos partenaires européens, nous voulons dialoguer. Nous ne sommes pas une menace pour l'Europe. Et le changement politique en Grèce peut être une occasion pour l'Europe. Alexis Corbière, il a quand même baissé d'un ton, j'ai envie de dire. Alexis Tsipras, au départ, avant les élections, il faut effacer la dette grecque, etc. Là, il a quand même calmé le jeu. Il ne parle plus d'effacement de la dette grecque. De toute façon, personne n'en veut. Aujourd'hui, il dit « je veux renégocier ». Est-ce que vous êtes un peu déçu quand même? Non, parce que vous n'avez pas lu le programme de Syriza, parce qu'il dit la même chose. Je sais qu'il est de bon ton de dire il c'est plus le même, il a adouci. Moi-même, j'entendais le Parti socialiste qui disait que c'était un social-démocrate plus proche de M. Hollande que de M. Mélenchon. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis pour l'instant très satisfait de ce que fait M. Tsipras. Il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Il avait dit qu'il ferait ça. Il faut renégocier la dette. Il considère, et il dit encore qu'il y a une partie de la dette qui est illégitime. D'accord. Mais après, il est dans un moment de rapport de force, évidemment, assez difficile, mais il est assez habile. Il cherche des points d'appui. Je trouve plutôt positif. Là, il fait la tournée de différentes capitales, évidemment. On a bien compris qu'il y a un rapport de force direct avec Mme Merkel. Et puis, à la France, maintenant, de prendre position. Bon, nous, c'est ce qu'on a à dire avec Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, François Hollande ne s'est pas exprimé encore pour l'instant. Il a pris position de rien du tout. Voilà, c'est assez... Non, mais moi, je veux être positif. Voilà, vous connaissez nos positions. On n'est pas les derniers à critiquer ce gouvernement quand il le faut, mais... Bon, il y a une parole un peu ambiguë de la part de M. Sapin ou Hollande, mais surtout, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ce qu'on propose, c'est que M. Hollande prenne l'initiative, notamment, et Jean-Luc Mélenchon va demander à rencontrer François Hollande. Là, vous savez que Jean-Luc rencontre M. Tsipras, mais de manière assez informelle, mais pour que M. Hollande dise clairement comment il voit les choses. Par exemple, il y a un Conseil de l'Europe le 12 février. Qu'est-ce que compte faire M. Hollande pour aider le gouvernement grec et à travers la Grèce? Et M. Tsipras ou Varoufakis l'ont dit clairement, la question de la dette n'est pas une question grecque, c'est une question qui concerne toute l'Europe. Donc ça peut être le moment d'un tournant au niveau européen. Est-ce qu'on met un terme aux politiques d'austérité? Est-ce qu'on rediscute de la question de la dette? Parce que notamment, on va avoir l'occasion d'en parler, il y a quand même une bonne partie de cette dette qui est fortement illégitime. Et ça, chacun doit l'entendre ou du moins le comprendre. C'est l'occasion de ce débat et de cette explication, me semble-t-il. Agnès Verdier-Molinier, vous êtes d'accord, il y a une partie de cette dette qui est illégitime et c'est normal aujourd'hui que la Grèce renégocie sa dette? Écoutez, je crois qu'il faut d'abord se poser la question de pourquoi la Grèce est aussi endettée.
à 175-178%. Donc c'est un... Du PIB. Oui, du PIB, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'au départ aussi, ils ont un problème de fiscalité, un problème de cadastre, un problème de taxes foncières, un problème de niche fiscale qui est énorme. Donc à un moment aussi, un problème de l'État qui ne fonctionne pas. Alors nous, à la Fondation IFRAP, on est tout le temps sur la question justement de la fiscalité française qui est trop élevée, etc. En Grèce, on est à 36% de taux de prélèvement obligatoire. On est quand même assez faible et on part de très loin puisqu'il y a quelques années... C'est amusant de vous entendre demander ça. J'ai déjà justement, fait beaucoup de débats avec vous. Je suis heureux de vous voir. Il faut une réforme fiscale. Il y a quelques années, on était à 30% en Grèce de taux de prélèvement obligatoire. Enfin, il n'y a aucun pays dans la zone euro, concrètement, qui fonctionne avec des taux de prélèvement obligatoire aussi faibles. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous ne connaissez pas qui est propriétaire de quel terrain, de quelle maison, qu'on se rend compte qu'une maison qui n'est pas terminée de construire ne paie pas la taxe foncière. Alors, évidemment, vous ne remplissez pas les caisses publiques, vous avez des dépenses en face, vous vous endettez. Alors, je ne sais pas quelle est la question de l'illégitimité que vous soulevez, mais aujourd'hui, concrètement, il y a aussi un problème au départ qui vient du système grec lui-même et qu'il va falloir résoudre. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la Troïka, là aussi, Agnès Verdier-Molyneux, qui s'est employée à faire beaucoup de coupes budgétaires, mais n'a pas mis l'accent quand même sur justement les réformes dont vous parlez, les réformes structurelles, les réformes fiscales? On avait notamment des agents de l'équivalent de notre Assemblée nationale qui avaient des 14e, des 15e mois annuels. On avait des aberrations totales. Et on a eu ces dernières années, avant justement l'intervention de la Troïka en Grèce, un espèce de lâchage sur la dépense publique qui a été incroyable. Donc il y a des réformes qui ont été faites sur lesquelles Alexis Tsipras lui-même ne reviendra pas. Il ne va pas réembaucher tous les fonctionnaires qui ont été, tous les postes qui ont été supprimés. Il ne va pas le faire, tout ça. Quand, par exemple, son ministre des Finances a dit « Allez, je réembauche toutes les femmes de ménage du ministère ». Franchement, ça a été fait. Dites pas que c'est du flanc. Ils sont réembauchés, d'accord. Quand vous dites c'est du flanc, c'est-à-dire que voilà, c'est un geste symbolique, mais c'est un petit symbole. Mais on ne va pas recréer, et je pense qu'Alexis Corbière le confirmera, on ne va pas recréer tous les postes qui ont été supprimés parce que ce serait vraiment une... Et d'ailleurs, je voudrais juste citer qu'ils ont eux-mêmes dit au nouveau gouvernement grec, qu'ils allaient engager un programme radical de réforme. Oui. Et ce programme radical de réforme, c'est pas forcément pour lâcher complètement à nouveau sur la dépense publique, etc. Parce qu'ils sont conscients qu'il faut conserver ce petit frémissement de croissance qu'on attend là autour de un peu plus de 2%, voire même autour des 3%. Oui. Et ce frémissement de croissance, si on l'anéantit, et il est quand même lié aussi aux réformes structurelles qui ont été faites, et les demandes du FMI et de la Commission et de la BCE, c'est quoi? C'est justement de faire de la fiscalité qui soit claire, transparente, etc., de faire payer les armateurs, de faire payer notamment... Ah, on y vient. Je vais dire un mot. Alors, voilà. Allez, Alexis donc, Corbière. Votre candidat, mais je m'en félicite, celui qui va s'en prendre à l'oligarchie, celui qui veut une vraie réforme fiscale, c'est M. Tsipras, le seul à le dire. Il faut quand même le rappeler. C'est parce que c'est cocasse, une fois de plus. On a souvent débattu tous les deux, vous en prenez en permanence à la fiscalité, mais dans ce pays, il y avait des armateurs, il faudrait quand même les nommer. Il y a des gens très riches qui étaient assez épargnés par les réformes fiscales. Chaque fois que la Troïka a débarqué, c'était pour dire qu'il faut baisser les salaires, supprimer les postes de fonctionnaires, mais jamais s'en prendre la Troïka le demandait aussi. Et à l'Église, très faiblement, et l'Église orthodoxe, d'accord? Donc enfin, on a un candidat qui dit qu'il faut une grande réforme fiscale. Ce qui manque pas de sel, tout de même, au niveau européen, on va discuter de ça. C'est pour ça que c'est passionnant derrière l'affaire grecque. Par exemple, M. Juncker, on peut en parler, qui longtemps a été le Premier ministre de Luxembourg, qui est le paradis fiscal par excellence. Donc on va, vous voyez, il y a un effet domino, maintenant on va discuter. Et moi, c'est pour ça que je suis assez enthousiaste du moment, ou du moins ça peut être une belle occasion pour l'Europe, qu'on discute de cette affaire-là. Où sont les paradis fiscaux? Parlons en France. Il y a un rapport parlementaire qui nous dit que chaque année, il y a 60 à 80 milliards d'euros qui échappent à l'impôt. Alors, on ne va pas exiger de M. Tsipras... Oui, de ce coup, ça vous choque. Pardon, mais on ne va pas exiger de M. Tsipras, la plus grande rigueur, enfin une réforme fiscale, et se taire. Je rappelle au passage... On ne peut pas faire un parallèle entre la pression fiscale française, qui est autour de 45% et qui est devenue complètement... On va faire un parallèle, madame. Et un parallèle avec la fiscalité grecque qui est entièrement à trous. Je considère que les 60 à 80 milliards qui échappent à l'impôt, c'est du vol des contribuables français. Vous déviez sur le système français, alors que c'est absolument pas comparable. Restons sur la Grèce. Alors, non, mais je termine sur un autre argument, parce que vous m'avez questionné sur la question du caractère illégitime.
il y a eu aussi une attaque spéculative sur la Grèce. Il faut quand même le rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour aller à l'essentiel? Entre 2008 et 2009, les taux d'intérêt de l'argent qui avait été prêté aux Grecs sont passés de 4 à 42%. C'est monté jusqu'à 42%. Donc, parce qu'un État pour les banques, je veux dire, c'est la vache, c'est la poule aux œufs d'or. Il y aura toujours de l'argent à gratter dans un État. La crise, elle vient des subprimes, où d'un seul coup, toute une série de banques qui avaient perdu de l'argent aux États-Unis sont revenues rôder en Europe, et les mêmes, avec les mêmes acteurs, M. Draghi, Goldman Sachs, qui avaient maquillé les comptes de la Grèce, ont découvert que le déficit public n'était plus de 8%, mais hop, par hasard, le découvrit qu'il était de 16%, et boum, ça servait de prétexte à ce qu'on tonde la Grèce. C'est pour ça que tout ça est choquant, et que ça doit être l'occasion, peut-être que je suis un peu complexe. On ne peut pas se réjouir que les comptes aient été maquillés pour rentrer dans la zone euro. Donc M. Draghi, le même qui est directeur de la Banque Centrale Européenne, et je ne m'en réjouis pas, on a un risque aujourd'hui systémique qui est lié à la Grèce dans la zone euro. Et ce sont les mêmes acteurs. Et qui est lié justement au maquillage de ces comptes. Donc tout ça doit être revu, il faut une autre politique avec d'autres acteurs. Il y a un vrai problème, et ça ne veut pas dire plus de dépenses publiques, ça veut dire un système qui est transparent. Pourquoi ça ne veut pas dire plus de dépenses publiques? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Vous dites ça, mais moi, j'en sais rien. Je pense que ce pays est à genoux. Les salaires ont baissé. Il n'y a plus de services publics. Parce que c'est la réalité. Non, parce que vous ne vivez pas là-bas. Et là, M. Tsipras est élu, lui, pour remettre de la dépense publique. Non, mais moi, je défends ceux qui ont été élus. Il y a aussi un autre élément qu'on n'a pas du tout évoqué. C'est ce que les Français ont prêté à la Grèce. 40 milliards. De l'ordre de 48 milliards. Ces 48 milliards, on ne va pas les effacer d'un trait de plume. On a vu ces derniers jours, et d'ailleurs les Français sont très concernés par le sujet. Ils ont répondu à un sondage aujourd'hui en disant qu'à plus de 52%, ils ne sont pas contre le fait qu'on roule la dette, qu'on est un grand peuple, etc. Mais ils sont contre l'effacement de cette dette. Donc ils ne veulent pas qu'on les spolie. Mais il n'est plus question ça, Agnès Verdier-Molinier. Mais il n'en parle plus quand même. Non, mais c'est une vraie. Non, il n'en parle plus, mais c'est une vraie question. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs propositions. Maintenant, c'est qu'est-ce que l'Allemagne va faire? Parce que là, la question, c'est maintenant, qu'est-ce que l'Allemagne va faire? L'Allemagne, aujourd'hui, Angela Merkel l'a dit, en gros, elle dit il est urgent d'attendre, elle ne veut pas vraiment se prononcer sur les propositions. Moi, je crois qu'il ne faut pas effacer le remboursement du capital. Ce qui a été évoqué dans l'idée de faire, c'est cette idée en fait d'avoir le capital qu'on rembourse jamais et grosso modo que des intérêts à payer de manière perpétuelle, ça, c'est pas acceptable concrètement, notamment pour le contribuable français ou pour le contribuable allemand. Et heureusement qu'Angela Merkel est là aussi pour jouer le garde-fou des intérêts des contribuables de la zone euro. Parce que l'effet domino... isolée aujourd'hui en Europe, c'est pour ça qu'il faut arrêter. L'effet domino que vous avez évoqué tout à l'heure, si on commence à effacer de la dette en Grèce, pourquoi on n'en effacerait pas aussi en Italie? Et les Espagnols, ils sont un peu remontés, les Espagnols, parce qu'ils disent, mais attendez, là, si on commence à réaménager la dette grecque, changer les règles pour la Grèce, pourquoi on ne les changerait pas pour nous? Parce que nous, finalement, on a aussi payé cher, on s'est serré la ceinture, on a été derrière, c'est aussi nos banques françaises qui vont être impactées. Et le jour où vous expliquerez aux Français que les Espagnols, si vous voulez, je vais quitter le plateau pour vous laisser dérouler, parce que je me Allez, Alexis Corbière. Non, mais déjà, les Espagnols, ça dépend lesquels. Vous savez, il ne nous a pas échappé que notamment, vous l'avez sans doute, vous avez consacré des émissions ici, qu'en Espagne, il y a un fort mouvement, notamment le mouvement Podemos, qui justement pose la question de la solidarité, y compris avec la Grèce. L'Italie aussi. Enfin, l'Europe du Sud est quand même assez solidaire des solutions politiques qui sont proposées par la Grèce, parce que sinon tout le monde se sent concerné. Quel est le fond du débat? Quand je vois des politiques d'austérité qui exigent de manière stupide, pardon de le dire comme ça, ce remboursement de la dette, en bloquent et étouffent toute activité économique, qui ne peuvent pas rembourser la dette. Donc ça, c'est pour ça que Mme Merkel, qui elle a d'autres problèmes d'un vieillissement de la population, un système de retraite notamment qui lui impose de maintenir un euro fort, est totalement bloquée là-dessus. Très bien. Madame Merkel, elle doit redevenir raisonnable. Et y compris, mais est-ce qu'on ne doit pas lui dire merci, Alexis Corbière, merci d'avoir prêté de l'argent à la Grèce? Parce que si Angela Merkel n'avait pas été là, qui aurait prêté l'argent à la Grèce? Personne. Mais l'argent à la Grèce... Elle l'a fait. Ne présentons pas cette histoire comme quoi en Grèce, des gens se sont gobergés pendant des années. D'accord ? L'argent qui a été prêté est reparti souvent vers les banques. Quand je vous dis qu'il y a une attaque spéculative, ne croyons pas que le peuple grec est dans une situation d'opulence, sont des gens, des profiteurs. C'est pas ça qui a eu lieu. Je répète tout de même le mécanisme qui a eu lieu. La solidarité n'a pas joué. Tous les pays n'ont pas été solidaires de la Grèce. Vous l'avez dit vous-même, des inégalités se sont accumulées, notamment ce que j'appelais moi les oligarques. Non mais écoutez, tous les pays, l'Allemagne, l'Espagne, la France ont pris de l'ordre de 200 milliards à leur charge. Je voudrais terminer. Non mais c'est pas rien. Alors, la
Alors maintenant, on ne peut pas dire, mais ça n'est pas ce que je dis. Je dis que la façon, observez le monde dans lequel nous vivons. Je vais prendre un exemple plus large. Quand on voit aujourd'hui que 1% des habitants de la planète a une richesse équivalente de 99% de la population, c'est ça le système libéral que vous défendez, y compris en Grèce. Vous extrapolez en permanence. Mais non, en Grèce aussi, on a une structure des richesses parfaitement inégalitaire, à tel point que vous-même aujourd'hui, vous redevenez raisonnable en disant qu'il faudrait quand même s'en prendre aux armateurs qui échappent à l'impôt. Donc tout ça, il faut que ce soit Tsipras qui soit élu pour qu'en ce moment on rediscute de ça. Ce que je veux vous dire, c'est que le fond du problème, de toute manière, il n'y aura pas une Allemagne riche dans une Europe en situation de déflation, avec une économie totalement étouffée. Y compris si on veut que les Grecs remboursent une partie de la Grèce, il faut que l'activité économique reparte. Et ce que dit M. Tsipras Varoufakis, c'est quand même raisonnable de dire on va arrêter cette manière, vous nous imposez à des taux de remboursement beaucoup trop importants, donc on ne va pas fonctionner comme ça, on va étaler les choses. Le taux moyen, et deuxièmement, il n'est pas si important oui, que ça. pardon, je termine. Et deuxièmement, ils mettent un argument, puisque vous citez l'Allemagne, qui est aussi un argument qu'il faut entendre, et peut-être qu'on le découvre en France, qui est celui que, historiquement quand même, non mais ça n'est pas secondaire, cet argument. Et ça explique, parce que sinon on va avoir une tension nationaliste qui va mal finir. Oui, mais c'est pas rien. La Grèce, ça n'est pas rien, parce que dans le remboursement qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, à aucun moment, finalement, l'Allemagne n'a honoré les dettes qu'elle avait vis-à-vis de la Grèce. Dans un contexte quand même un peu différent, Alexis Corbière. Est-ce que mais ça aide pas les lendemains de la guerre? Non, mais ça aide pas à reconstruire un pays. Quand vous avez un pays comme l'Allemagne qui a été fortement aidé, notamment par le plan Marshall des États-Unis, mais qu'à l'inverse, la Grèce, notamment à cause de la guerre froide, continue avec une guerre civile qui continue jusqu'à 1949, qui fait que tout son or de la banque centrale grecque a été pris notamment par le régime nazi et jamais ça n'a été remboursé. Donc au bout d'un moment, vous avez quand même le peuple grec de bonne foi qui peut dire mais attendez, nous on a su historiquement quand on était en grande difficulté effacer les dettes de l'Allemagne pour l'aider à se reconstruire. Et nous qui sommes aujourd'hui en difficulté, il faudrait baisser du nez et subir nombre de paroles un peu rudes de la part de l'Allemagne qui donne l'impression qu'il y aurait des profiteurs en Grèce. Donc c'est pour ça qu'il faut calmer les esprits. Parce que moi, ce dont j'ai peur, c'est que si Mme Merkel n'est pas raisonnable, tout va exploser. Agnès Verdier-Molinier, est-ce que ce n'est pas l'occasion finalement avec l'arrivée de Syriza au pouvoir et quand on voit ces grandes manifestations également en Espagne de se dire que peut-être il y a une autre politique? Parce que finalement, ces politiques d'austérité, aujourd'hui, le taux de chômage est toujours de 25% en Espagne. Alors peut-être que le pays se restructure, mais un taux de chômage quand même très élevé dans les pays du Sud, qui se serrent la ceinture et qui ont vraiment payé cher. C'est vrai également encore toujours pour la Grèce. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de repenser une autre politique? Il paye la folie d'avoir dépensé de l'argent public pendant des années, de s'être endetté aussi bien en Grèce qu'en Italie, qu'en Espagne et qu'en France, il faut bien le dire aussi. Mais est-ce que la méthode ne à un moment bas et tout protégé par la zone euro avec cette espèce d'idée qu'on était tous calés finalement sur les taux d'intérêt du marque, c'est ça, en subliminal, et puis derrière s'apercevoir que non, finalement, dans la zone euro, en 2015, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des zones hétérogènes. Quand même votre raisonnement serait juste. Aujourd'hui, quand vous voyez en Grèce la situation difficile, en Espagne, au Portugal, en Italie, et je ne dis pas un mot sur la France. Je pense qu'il faut continuer les réformes. Il faut continuer encore plus durement. Les réformes, mais dans le sens de ce que nous avons n'entendez pas ce qui et se passe que nous avons publié voilà. à la Fondation IFRAP. Vous pourrez regarder nos études, et notamment sur la Grèce, et depuis le début de la crise. Mais regardez comment elles mettent l'Europe, vos politiques. Nous sommes intervenus sur ces questions des armateurs, du cadastre, des niches fiscales, de tout ce qu'on a dit depuis le début, et qui fait qu'effectivement, l'impôt ne rentre pas et que c'est plus un problème de recettes aussi, et qu'à un moment, il faut voir les choses en face, et il faut faire les réformes, parce que finalement, sur ces points-là, elles n'ont pas été faites. Voilà, il faut le reconnaître, le cadastre, c'est le point zéro. Mais est-ce qu'il ne faut pas, au-delà de ça, Agnès Verdier-Molinier, au-delà de ça, est-ce qu'il ne faut pas jouer la croissance? Ça, c'est une réforme de fond. Est-ce qu'il ne faut pas jouer la croissance? Finalement, c'est ce que dit aussi Barack Obama, et on voit que les États-Unis se relèvent. De l'argent public. Mais c'est ce qu'ont fait les États-Unis. Non, mais attendez, franchement, là, je pense que ce serait une erreur. Parce qu'on est toujours dans la relance par la dépense publique. Et je crois que la richesse, elle se crée par l'entrepreneuriat, par la sphère privée, par la création d'emplois marchands. Vous voulez qu'un pays dégage des richesses pour rembourser des banques, les mêmes systèmes bancaires? Attendez, laissez-moi vous dire un argument. L'Europe a rassemblé 1700 milliards d'euros pour sauver le système bancaire. 1700 milliards d'euros. Jamais aucun pays n'a créé de la croissance en dépensant de l'argent public. 1700 milliards d'euros d'argent public pour sauver le système bancaire. Et aujourd'hui, il faudrait continuer à mettre à genoux les Grecs. Là, à ce moment-là, je ne vous ai pas entendu être choqué sur le fait que l'argent public servait à sauver ce système bancaire, qui est un système
système pourri. Vous parlez de quoi? De la politique actuelle de la BCE? Non, je vous parle lorsqu'il y a quelques années, après la crise des subprimes, et notamment que le système bancaire en Europe était particulièrement impacté. Vous imaginez, la Grèce, elle s'est endettée auprès des banques aussi. Oui. Vous imaginez un système sans banque? Des banques privées qui ont un comportement d'usurier. Vous êtes dans une vision, je pense, un petit peu... non, je vous parle de la réalité. Complètement à côté de... Ah bon? Bah oui. Ah bon? 1700 milliards d'euros d'argent public pour sauver le système bancaire. Vous n'avez pas besoin de banque pour vivre, vous n'avez pas... Mais moi, madame, c'est là où chaque fois votre raisonnement bute. C'est que moi, un particulier, c'est pas la même chose qu'un État, madame. Vous mettez tout sous votre oreiller. Mais ça n'est pas la même chose qu'un État. Un État, il dégage toujours des richesses. Arrêtez, cet argument, il est faible. Parce que vous entretenez les gens dans une erreur. Un État dégage toujours des richesses. Et pour les banques, je le répète, la poule aux œufs d'or. Alors, je vais vous dire un truc. Ces richesses doivent servir à faire fonctionner la société et pas rembourser des établissements bancaires privés. Débat. Un État qui ne s'endetterait pas auprès des marchés financiers et auprès des banques, il faut investir dans l'avenir. Effectivement, alors il n'aurait pas de problème. Il ignorerait les marchés financiers, il ignorerait les banques. C'est ça votre idéal, finalement. Non, mais par un État, il peut emprunter auprès de la Banque Centrale Européenne à des taux d'intérêt faibles, plutôt qu'à des banques privées qui se font des marges énormes. On ne réussira pas à vous mettre d'accord. Non, il faut négocier encore des réformes structurelles et pas forcément les réformes ça peut être l'occasion d'une nouvelle politique en Europe. Nous, c'est la proposition qu'on fait à François Hollande. Pourquoi pas la France prend l'initiative de cette réunion européenne sur la dette et qu'on rediscute. Vous l'avez bien dit, je suis d'accord avec vous, c'est le moment d'ouvrir une nouvelle politique, notamment la relance économique. Non mais vous avez bien fait, non mais j'entends bien, mais c'est ça c'est l'occasion de ce grand tournant. Ouvrons une nouvelle page. La victoire de Syriza peut nous permettre. Allez, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup. Le laxisme budgétaire, ça n'a jamais amené à quelque chose de positif. Elle lâchera pas. Et c'est pas comme ça qu'on fait de la croissance. Elle aura le mot de la fin. Oui. Merci beaucoup, merci Agnès Verdier-Molinier, merci Alexis Corbière. Vous restez avec nous si vous êtes d'accord. Et Karim Yayaoui va venir nous rejoindre pour tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mercredi. Tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mercredi. Bonsoir Karim Yayaoui. Et on commence avec Alexis Tsipras, donc, qui était à Paris et à Bruxelles dans une ambiance apparemment plutôt détendue. Alors c'est la teneur de l'article du Monde qu'on découvre ensemble, signé David Revaud-Dallon, qui nous explique que l'entente était cordiale, mais en apparence seulement. En surface, ils sont d'accord pour trouver un accord. Et finalement, François Hollande retrouve une posture qu'il a pu avoir au début de son quinquennat lorsqu'il servait de trait d'union entre les pays de l'Europe du Sud qui étaient en difficulté et l'Allemagne qui restait particulièrement intransigeante à leur égard. Alors, est-ce qu'il est dans la position du good cop? C'est un petit peu l'idée, mais tout en restant très prudent parce que du côté de François Hollande, on ne sait pas du tout la façon dont les choses vont évoluer. Donc, prudence, même si on essaye de garder cette posture de lien entre la Grèce et l'Allemagne notamment. Alors, François Hollande a très rapidement invité Alexis Tsipras. Certains se demandent si ce n'est pas pour faire oublier le fait qu'au moment où il avait été élu, Alexis Tsipras lui avait envoyé une lettre l'invitant à le rencontrer. François Hollande n'y avait même pas répondu. Alors on enchaîne avec ce dessin qu'on pourrait intituler « François n'en fait pas trop ». Hollande reçoit Tsipras avec un t-shirt du Tché et une posture résolument ultra-gauche. Alors évidemment, c'est très ironique. C'est à retrouver notamment sur le site de Politis. Alors, plutôt détendu avec François Hollande. D'autres disent particulièrement détendu avec Jean-Claude Juncker. Alors, cette image a fait le tour des réseaux sociaux. On a l'impression qu'on s'est plus arrêté sur cette image que sur les discussions. Une poignée de main très forte, au point que le Guardian, le journal britannique, a tenté de décoder... C'est étonnant quand même, Alexis Corbière, pardonnez-moi, cette image quand même. Alexis Tsipras tenant fermement la main, peut-être à l'homme qu'il voit aux gémonies un peu plus tôt. Vous réagissez comment à ça ? Ils sont brillants, cette équipe autour d'Alexis Tsipras. Ils ont la force de la communication, il faut la tourner de tout le monde. Ils cherchent à créer autour d'eux un soutien. C'est la discussion qu'on avait précédemment. Ils cherchent à ouvrir une brèche sur le fait qu'au niveau européen, tout le monde se dit c'est le moment d'engager une discussion pour une autre politique, en finir avec l'austérité. Et c'est pour ça, moi je répète, quand j'ai lu le même article que vous, la position de François Hollande, elle est pour l'instant un peu ambiguë. Et elle nécessite des adducteurs un peu souples, mais il va bien falloir au bout d'un moment que M. Hollande et la diplomatie française prennent position. Est-ce qu'on se cale sur Mme Merkel, à ce qui, comme on l'a vu tout à l'heure, pour l'instant ne veut pas bouger, ou est-ce qu'on dit, bon maintenant on est nombreux, plusieurs pays à dire, il faut autre chose, on arrête de rembourser et on relance l'activité et on met un terme à la politique d'austérité. Donc ça c'est très intéressant, il va falloir suivre ça de très près. Karim, l'UMP
qui a bien du mal à... Juste un mot sur cette image, parce que c'est intéressant, puisque le Guardian s'arrête là-dessus. Alors, il nous explique d'abord qu'en Grèce, les hommes se donnent la main assez facilement, mais il précise tout de même que c'est Jean-Claude Juncker qui a pris la main d'Alexis Tsipras. Une façon de dire... Vous êtes rassuré, Alexis Corbière? Il lui a pris la main assez fermement, une façon de dire c'est moi le patron. Peut-être qu'Alexis Tsipras se méfie alors. Il faut peut-être qu'il se méfie. En tout cas, Jean-Claude Juncker a de l'expérience, c'est un vieux loup et les ficelles de la communication, il les connaît bien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que chacun, il va de sa petite analyse. Personne n'est forcément d'accord. Le correspondant de France 2 évoque une ambiance plutôt détendue. Celui de la BBC explique que derrière les sourires, c'est beaucoup plus crispé qu'on l'imagine. Et puis cet autre journaliste, cette fois-ci de Reuters, les anglo-saxons s'intéressent beaucoup à cette image, explique que peut-être que Jean-Claude Juncker l'emmène pour lui faire quelques remontrances. Alors moi, je suis plutôt d'accord avec ce tweet, celui d'Aurélia End, qui nous explique que là, il y a un embouteillage d'experts du body language après la rencontre Tsipras-Juncker. Pas deux interprétations identiques. Chacun y voit bien ce qu'il veut voir. Non, mais il y a un petit côté, il y a une mauvaise conscience aussi, je pense, de M. Juncker et les Europes. Et vous savez, une phrase qui dit « Quand les choses vous échappent, feignons de les organiser ». On a vu au soir de la victoire de M. Tsipras, tout le monde était heureux. C'est génial, il n'y a pas de problème, etc. Vous-même, vous commencez l'émission en disant « Il a mis de l'eau dans son vin ». Bon, très bien. Mais et M. Juncker essaie, qui est en radical désaccord avec le programme de M. Tsipras, mais comprend bien que ce qui monte aujourd'hui en Europe est une vague de fond, essaie de ne pas prendre ça frontalement. Moi, une fois de plus, je préfère ça plutôt que d'entrée de jeu, il y ait une unanimité calée sur Mme Merkel en disant on va mettre ce pays à genoux. On verra d'ailleurs si à Berlin l'atmosphère sera aussi détendue. C'est le moment où, si Alexis Tsipras prendra la main d'Angela Merkel. Je crois pas. Non, mais c'est le moment où la politique avec un P majuscule doit reprendre ses droits. C'est un moment où il faut arrêter, il faut faire de la politique, de la belle politique, avec des accords avec des lignes de force, des rapports de force. Et ça, nous, on va l'aider en France à ce que le gouvernement français soit du bon côté. Merci Alexis Corbière. Merci beaucoup Karim Yayaoui.